Radio J, les rendez-vous de la Viso. Cette semaine à la Viso, et vous retrouvez avec plaisir la présidente de la Viso France, Diana Paola Lévy. Bonjour Diana. Bonjour Léa. Et ce matin, Diana, vous avez le grand plaisir de recevoir le docteur Aldo Naouri au sujet de son livre « Ma mère et son regard sur la transmission ». Docteur, bonjour. Bonjour. Diana. Au départ, je diagnostiquais les tuberculoses. À la fin, je ne recevais plus que les enfants bien portants et des parents à éduquer. C'est la phrase qui a attiré mon attention pour faire votre introduction. Oui. Cher docteur Aldo Naouri, qu'on a eu plaisir à recevoir sous la souka organisée par Arlette et Claudine à la Viso. Vous êtes un jeune homme de 83 ans, attentif, même aux chaussures roses. Vous êtes le 10e enfant d'une grande dame, une dame courage, veuve à 34 ans. Aldo Naouri, vous êtes père de 3 enfants, 2 filles, Agnès et Elsa et Laurent. Et puis, vous vous définissez comme un atopique atypique. Bonjour, docteur. Bonjour, c'est moi qui vous ai donné cette expression qui peut être mystérieuse, mais le atopique veut dire qu'il n'a pas de lieu. Et atypique en ce sens où je balaye très large à l'intérieur du métier que j'ai voulu exercer et que je ne me contente pas simplement d'un stéthoscope. Voilà, et je fais des tas de choses que personne ne fait. Et dans cela, quand je dis que je n'ai pas de lieu, je veux dire que je ne suis nulle part chez moi. Ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas. J'ai des relations aux gens, des relations qui peuvent être fondées et importantes, mais pas au lieu. Pas aux objets non plus. Voilà. Est-ce que vous êtes pédopsychiatre, mais est-ce que vous êtes plus que cela? Est-ce que votre activité... Je ne suis pas psychiatre, je suis pédiatre. Pédiatre Bon. Et pédopsychiatre aussi, mais non? pas du tout, pas du tout. Mais pas vous, du vous tout. utilisez la Mais psychiatrie. pas du tout. Écoutez, je vais vous expliquer une chose très simple. On me dit pédopsychiatre parce que quand on m'amène un enfant malade, je ne m'intéresse pas à l'enfant. Je fais ce qu'il faut juste pour... Mais je m'intéresse beaucoup aux parents. C'est les parents que vous soignez. Mais non, la transmission, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un enfant... De la même manière, si vous voulez, si je vois une personne malade, je ne vois pas une malade ou un malade. Je vois une personne qui est affectée d'une maladie. Je ne l'enferme pas dans la définition de la maladie. C'est en cela, si vous voulez, que les choses sont différentes. Je cultive l'intérêt pour l'humain, quel qu'il soit, quel que soit son âge, et pour l'humanité qu'il véhicule. Quand vous dites ma mère et son regard sur la transmission, Oui. C'est votre mère qui est au centre. Oui. Hein, ce sont les mères qui sont au centre. Absolument, absolument. Mais il est où le père, là? Ah, le père, c'est celui qui parvient à faire en sorte de sauver l'enfant de l'emprise de la mère. Et comment peut-il sauver l'enfant de l'emprise de la mère? C'est en cultivant la féminité de la mère pour lui rappeler qu'elle n'est pas seulement mère. Ce qui permet à cette femme de ne pas sombrer dans le gouffre de la maternité. C'est là où vous dites que les mères aiment trop leurs enfants, alors le suramour des mères pour leurs enfants. Oui, mais ça c'est une catastrophe qui date de à peu près, qui a toujours existé en fond de teint, mais qui était réprimée jusqu'à à peu près, je dirais, la fin de la guerre mondiale, la fin de cette deuxième guerre mondiale. Et juste après, c'est-à-dire que on s'est mis à placer l'enfant au sommet de la pyramide familiale et d'un seul coup, à ce moment-là, si vous voulez, les mères se sont accrochées à lui pour dire, nous on existe et c'est nous qui dirigeons, etc., etc. Mais la mère est au centre du dispositif familial, que ce soit éventuellement pour un ensemble d'enfants, que ce soit pour un couple. Mais enfin, écoutez, la Torah, elle a dit quoi? Elle nous raconte comme ça que... Allez donc savoir pourquoi Dieu fait un monsieur, vous voyez? Et puis après, il lui prend une côte et il fait une dame.
Mais on procède toujours comme ça. On commence d'abord par un brouillon et après on fait un chef-d'œuvre. Vous savez que ça nous fait plaisir. Non, mais non, je suis pas en train de flatter les femmes. Oui. Ce que je veux, Je suis en train de dire les choses vraies, oui. c'est comment alors aider, parce qu'à la Viso, on est quand même 6000 femmes, Oui. 6000 sympathisantes en France, comment aider les femmes à laisser une place au père? Alors, si vous voulez que votre enfant réussisse au-delà de vos espérances, faites en sorte de penser d'abord à votre couple avant de penser à lui. Dans une vie où aujourd'hui 50% des couples, en tout cas plus même en Ile-de-France, Oui, se casse sont la gueule. brisés, Oui, où donc le modèle familial est cassé, oui. comment interagir et comment réussir l'éducation de ces enfants de manière le plus équilibrée Alors, possible? d'abord, comment faire en sorte que ça s'arrête, les 50% de couples qui se cassent la gueule? Vous avez raison. C'est précisément en disant, préoccupez-vous de votre couple avant de vous préoccuper de l'enfant. Mhm. Parce que les couples qui se cassent la gueule sont en général des couples dans lesquels la relation des deux partenaires n'est plus du tout ce qu'elle était au départ. Aujourd'hui, personne n'oblige personne à épouser quelqu'un. C'est fini. Ce sont des choix mutuels. Alors pourquoi ce choix mutuel qui au départ préside à tout, pourquoi ça s'arrête ? Alors parce qu'on imagine qu'éventuellement, l'autre est là pour nous honorer. Mais c'est de la foutaise. Un couple, c'est une transaction permanente. C'est pas tout pour moi. C'est pour moi et l'autre. Lui aussi, il a tout pour lui. Et c'est précisément de cette manière-là, dans le système transactionnel, que les couples durent. Et quand, personnellement, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ma femme et que je suis en conflit, ça n'est pas pour avoir impérativement raison, mais c'est pour exercer ce que je pense contre elle, ce qu'elle pense. Mais ce qui va se passer, c'est que dans cette confrontation, Est-ce que vous parlez de chacun rapport de de force? nous deux va changer. Et nous allons avancer. Voilà, c'est tout. Alors ça, là, c'est comme ça. La deuxième chose, quand on est en cas de une mère seule à élever son enfant ou un père seul, c'est toujours de ne pas placer l'enfant à un centre de dispositif où tout lui est dû. Alors, où est l'enfant dans ce cas-là? Quelle est la place de l'enfant dans le couple, quand c'est un couple? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que l'être humain est un individu qui est au bout d'une chaîne historique. Il est un maillon de cette chaîne et la chaîne doit se poursuivre par-delà lui. De deux choses l'une, où on lui enseigne qu'il est dans un environnement où il a affaire à d'autres qui ont autant de droits dans l'existence que lui, ou alors on lui laisse croire dans la petite enfance, et la croyance dans la petite enfance reste figée jusqu'à la fin de la vie, que tout lui est dû. Et si on lui passe tous ses caprices, si on lui satisfait toutes ses demandes, il ne pourra jamais nouer de lien solide avec qui que ce soit. Parce qu'il estimera que tout lui est dû. Et les gens ne sont pas tous d'accord, ne sont pas d'accord pour toujours tout donner. Il faut trouver un équilibre, un juste milieu. Voilà. Alors, donc dans ce cas-là, si vous voulez, il est fondamental, quand on éduque un enfant, de lui poser des limites, et de lui poser des limites claires. La bêtise de la pensée aujourd'hui, c'est que les parents veulent se faire aimer de leur enfant. Très juste. Et donc le séduisent au lieu de l'éduquer. Mais l'enfant n'a pas d'autre choix que d'aimer ses parents. Même si, en tant que parent, je me souviens d'avoir détesté mes parents, je les ai détestés quand j'ai été plus grand que le petit âge. Mais dans le petit âge, mes parents, c'était mes dieux. Je les aimais. En tant que parent, on est condamné à être aimé, tout comme on est condamné à être haï. On est condamné à être aimé parce que c'est sur cet amour que l'enfant fondera son identité. Et on est condamné à être haï parce qu'il faudra à un moment ou à un autre que cet enfant s'éloigne de nous pour devenir lui-même. Et voilà, et ça prend toutes les formes possibles d'histoire familiale. Comment garantir la transmission entre cet amour et cette haine? Eh bien, justement, en assumant son rôle de parent.
C'est-à-dire en sachant que de toutes les façons, les choses sont ainsi. Et on se trouve à un moment, surtout la fameuse crise adolescente, qui normalement ne devrait pas exister. Pourquoi ? Parce que si l'éducation a été bonne dans les 4 premières années, il n'y a pas de crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est pour pouvoir résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus dans les 4 premières années. Mais l'éducation, c'est les 4 premières années. Vous parlez du pouvoir des mots, Oui. souvent. Quel rôle et quels sont les mots que vous accorderiez à la transmission, que vous auriez envie de nous transmettre aujourd'hui? Les mots ou les valeurs? D'abord, cessez, comme on le fait partout maintenant, de dire tout le temps à son enfant « je t'aime ». Tiens. Oui. Pour une raison simple, si vous voulez, c'est que lui est en quête d'amour. Si on passe son temps à lui dire « je t'aime », on le sature. Et il n'aura même plus le goût de l'effort pour se faire aimer. Donc il faut lui montrer. On n'a rien à faire de ce côté-là, les choses passent naturellement, dans le silence. Mais les gens aujourd'hui passent leur temps à dire je t'aime pour une raison simple, c'est que c'est l'influence des films américains et des feuilletons américains. Pourquoi ? Parce que quand dans le film américain, la maman dépose l'enfant à l'école ou n'importe quoi, elle dit toujours je t'aime, je t'aime. Mais ça n'a pas le même sens. Dans l'oreille américaine, c'est exactement comme dire au revoir. Mais c'est traduit littéralement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, comme on traîne derrière l'Amérique, toujours, les mamans, et surtout les mamans juives, s'appliquent à dire « je t'aime ». Bon, alors ça suffit. Et elles sont là en train d'essayer d'être la perle rare et éternelle pour leur enfant. Vous parlez des mamans juives et pourtant vous dites que les mères juives n'existent pas. Exactement. Je parle des mamans juives parce que nous sommes dans une radio juive. Et effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mères juives n'existent pas parce que je n'ai pas rencontré de différence aujourd'hui, pendant mon exercice, entre les mères juives et les autres. Les mères ont aujourd'hui ce défaut, si vous voulez, c'est de consacrer leur vie à leurs enfants et de s'oublier et d'oublier qu'elles sont en couple. Et c'est ça qui fait difficulté. Moi, ce qui me pose problème dans ce que vous dites, docteur, c'est que vous culpabilisez la mère et la femme. Non, je la culpabilise pas parce que si je devais la culpabiliser, je la jugerais éventuellement coupable de ce qu'elle fait. Or, je dis non. Elle fait ce qu'elle fait parce que c'est plus fort qu'elle. Et le désir que comble son enfant est un désir qu'elle a toujours cherché à combler, y compris dans sa relation amoureuse. Mais je dis, ne laissez pas votre enfant primer sur votre personne. Et justement, je ne la culpabilise pas, je la responsabilise. Ce qui n'est pas la même chose. Je disais toujours, vous chuchotez au bout d'un kilomètre de tunnel, votre enfant vous entend 5 sur 5. Alors en parlant de 5 sur 5, on a parlé d'humour aussi. Oui. Comment mettre dans la vie de famille et dans les couples, quand Oui. il y a cette distorsion ou cet éloignement, l'humour dont vous faites preuve en coulisses, en off, qui est merveilleux d'ailleurs à votre jeune âge, docteur Aldo Naouri. Mais l'humour, c'est une manière de ridiculiser le tragique de la vie. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'exploit qui est le nôtre d'arriver au monde, de passer le temps que nous passons au monde et de savoir à chaque instant que de toutes les façons nous allons mourir. Tellement. C'est ça la tragédie. Et cependant nous faisons avec. Et l'humour est une des manières de sacraliser la vie. Parce qu'on se dit, la mort, je te fais un bras d'honneur. Je suis là, je suis vivant. Oui, on pense trop à la mort, alors qu'on oublie de vivre. Et quand on pense trop à la mort, on oublie de vivre, justement.
Alors qu'on a précisément, n'oubliez pas le commandement divin, au Bahata Bahaim, tu choisiras dans la vie. Hein. Tu choisiras la vie. Et la transmission, c'est peut-être aussi une manière de ne pas mourir, justement. Ah, mais c'est exactement cela. Justement, je transmets pour que tu restes. Vous savez, quand vous me dites le mot transmission, je pense à ceci. L'association qui me vient, c'est le mot Olam Haba, le monde à venir. Qu'on entend bêtement parce que nous sommes dans les lieux où nous sommes, par comme enfer, paradis, purgatoire, etc. Il n'y a pas dans le judaïsme quoi que ce soit sur ce qu'il en est de l'après-mort. L'après-mort, on s'en fout. Vous voyez? Oui. Bon, mais on parle du monde à venir. Le monde à venir, c'est très important. Parce que c'est ce que tu auras fait dans ta vie qui te permettra de vivre dans le monde à venir, au-delà de la génération de tes enfants, etc. Parce que tu auras laissé un nom. Tu auras laissé une réputation. Tu resteras toujours... On est toujours vivant tant qu'il y a des gens qui pensent à vous. C'est beau et ça me permet de rappeler la mémoire et rendre hommage à Jeanne. Oui. Jeanne, votre épouse. Oui, hélas décédée, oui. Hélas décédée, Jeanne, la mère de vos 3 enfants. Et Jeanne, grâce à qui ce livre a été écrit. Hein. C'est elle qui m'a demandé d'écrire cet ouvrage parce que, alors qu'elle était ashkénaze et qu'elle ne parlait pas un seul mot de l'arabe de ma mère qui n'a jamais parlé français, elles avaient l'une pour l'autre une grande estime. Une très grande estime. Je pense que l'estime que ma mère portait à Jeanne était directement liée à sa grande beauté. Voilà. Ma mère était impressionnée. C'est une très belle femme. Elle a regardé. Bon. Et puis, et l'estime que portait Jeanne alors à ma mère était totalement différente et de notre ordre, puisque c'est pour ça qu'elle m'a demandé ce livre. Elle me dit, mais comment cette femme qui ne savait ni lire ni écrire et qui ne parlait pas français, a pu faire de sa famille et de ses enfants ce qu'ils sont devenus. À commencer par toi, me dit-elle, d'ailleurs, effectivement. Bon, et nous avons traîné de Libye en Algérie, d'Algérie en France, etc., avec toujours des conditions de grande nécessité, de précarité extrême. Eh bien, elle n'a jamais failli. Moi, je dis, par exemple, que objectivement, j'ai eu une enfance effroyable. Objectivement. Oui. Subjectivement, j'ai eu une enfance fabuleuse. Grâce à elle. Grâce à votre mère. Voilà, grâce à tout cela. Et elle ne disait pas « je t'aime ». Elle ne disait pas « je t'aime », mais elle avait des petits mots. Voilà. Et ces mots-là, je les ai dans l'oreille encore aujourd'hui, etc. Est-ce que vous pouvez nous en offrir un de petits mots qu'elle vous aurait glissé dans l'oreille? La la yhadirni. La la yhadirni. Que Dieu ne m'éprouve pas. C'est plein de philosophie, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Nous avions le plaisir d'être en compagnie de Dr Aldo Naouri pour son dernier ouvrage, Ma mère et son regard sur la transmission. Et c'était au micro de Diana Paola Lévy, présidente de la Viso France. Un mot? Merci Diana. Léa, en tout cas pour cette première entre nous. Un grand plaisir. Et puis on termine par une chanson qui vous touche considérablement, qui est « Ne me quitte pas ». Et interprété grâce à Serge aux manettes par Nina Simone. Merci infiniment. Merci à vous. Et on vous décerne Viso France la Légion d'honneur pour ce que vous êtes, cher docteur.